Hey, et si on parlait de l'un de mes acteurs préférés? Jim Carrey est l'un des marqueurs de ma cinéphilie. C'est tout jeune que j'ai découvert celui qui va m'inspirer durant de très longues années, et ça à travers un film en particulier, Ace Ventura, détective chien et chat. Je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Pourtant, c'est la même année que le véritable coup de foudre arrive avec l'évidence The Mask, car grâce à ses effets spéciaux numériques saisissants pour l'époque, le jeu physique de son acteur principal et la simplicité de son concept, oui bon, surtout Cameron Diaz, cette adaptation de comics hardcore devenue une comédie culte pour toute la famille, ou presque, offre enfin à l'acteur un véritable rôle sur mesure, inoubliable et intemporel. Splendide. Ajoutez à cela l'humour d'une débilité sans fond de Dumb and Dumber, sorti lui aussi en 1994, Petite vieille. et vous obtenez une véritable fascination de ma part pour ce comédien, sorti de presque nulle part, autant détesté qu'adulé. He is probably the most pathetic tool on the face of the earth, and I hope his career is dead, and I hope he ends up sleeping in a car the way his life began. Les critiques le descendent avec une haine gratuite improbable, la faute à une incompréhension totale de ses succès qui se base sur des choses simples comme la provocation, l'exubérance et l'humour bas du front. Quoi, j'ai dû faire ci entre les dents? En plus de devenir l'acteur le mieux payé d'Hollywood grâce à ses cachets qui atteindront les 20 millions de dollars par film, Jim devient un véritable extraterrestre du cinéma avec ses grimaces et son jeu d'acteur hallucinant. C'est ce qui m'impressionne d'ailleurs chez lui étant gosse, et je me rappelle être resté devant un miroir pendant des heures à essayer de faire bouger mon œil avec mon doigt, comme dans la suite des aventures de Ace en Afrique. Dégueulasse, je sais, mais vous êtes habitués si vous connaissez ma chaîne. Pourtant, il suffira de quelques années seulement et un triptyque de long métrage bouleversant pour remettre les pendules à l'heure. Here I come to save the day, the big and mighty mountains on the way. Trois films qui vont redéfinir ce qu'est Jim Carrey aux yeux du grand public, faisant s'excuser publiquement les critiques qu'il avait auparavant reléguées au titre de simple bouffon. Both of them said we were wrong. We didn't know what we were seeing. And I've never seen a critic say that. Et voilà, j'ai exorcisé les démons. Plus qu'un simple clown, il fait preuve d'une palette de jeux si variée qu'il s'impose au sommet des acteurs phares des années 90, devançant même les autres figures populaires de l'époque comme Eddie Murphy et Robin Williams. On est en quelle année? 1995, tu te rappelles? Cette ascension fulgurante est le fruit de la chance, d'années de travail et de persévérance. Originaire d'Ontario au Canada, James Eugene Carrey se fait d'abord remarquer pour ses stand-up dont le ressort comique principal reste des imitations de personnes célèbres. Mick Jagger. Pour faire sa place dans le milieu, James accepte un peu tout et n'importe quoi, comme interpréter un junkie dans le 5e opus de l'inspecteur Harry. Mais c'est en jouant dans une comédie loufoque aux côtés de Jeff Goldblum, mais aussi d'un certain Damon Wayans, que sa carrière va prendre une autre direction. I used to hang out with Jim in the club, in the comedy clubs, and we would just like go out to this little diner and hang out till like 6 o'clock in the morning talking about growing as artists on stage and challenging ourselves. Guys, you gotta get in there with something visual and distract them. Hey, baby! Car de là découle une amitié profonde avec la famille Wayans et un nouveau rôle sur mesure en tant que membre de la troupe Gene Living Color. Alrighty, let's start with a stretch and down. Vous êtes déjà au courant si vous avez vu ma vidéo sur Scary Movie, mais In Living Color c'est culte aux États-Unis. C'est un véritable phénomène culturel, un laboratoire de talent qui fera même trembler une institution importante comme le Super Bowl. It was one of the highest rated moments in television history because everybody watching the Super Bowl watched our half hour. And it was so successful that the next year they hired Michael Jackson to be halftime in Super Bowl. De là naîtra une popularité conséquente pour celui qui est alors appelé James Carrey. Nombre de ces personnages créés pour le show sont rentrés dans la culture populaire de l'époque et celui qui est vu comme le blanc du groupe. When are we gonna get past the color of our skin, people? I thought when I came to this country that it was a melting pot, but I guess I was wrong. S'émancipe donc en 1994 avec le trio de films vus en introduction de cette vidéo. Donc ok, Jim Carrey est devenu un acteur culte et je suis sûr que vous avez tous votre film préféré avec lui. Pourtant, celui dont j'ai choisi de parler aujourd'hui est sûrement l'un de ses longs métrages les moins aimés, car il s'agit de Braqueur amateur.
Sorti en 2006 et réalisé par Gene Pariso, connu principalement pour son film Galaxy Quest, Braqueur amateur raconte l'histoire de Jake Harper, un cadre de la méga corporation Globodyne qui se voit promu au poste de vice-président après des années de sacrifices personnels. Billy, dis que ton père est un gagnant. Papa is gonna door. Alors que sa femme quitte son travail après cette annonce fabuleuse, Jake se retrouve en réalité piégé dans une manipulation financière frauduleuse et se retrouve à payer au prix fort le comportement du patron de l'entreprise, Jack McAllister. Comment les actionnaires doivent-ils interpréter le fait que Jack McAllister, votre DG à ce jour, ait liquidé une énorme quantité de ses actions? Les directeurs généraux vendent leurs actions pour de nombreuses raisons. Contraint de devoir repartir de zéro, avec en plus une mauvaise réputation à cause du scandale Globodyne, Jake dégringole de sa position d'homme d'affaires important à simple ouvrier de l'hypermarché local. Bonjour madame, bienvenue chez Costmart. J'espère que vous allez faire un petit tour au rayon traiteur pour déguster votre boulette de fromage mexicain. Je suis allergique au laitage où vous avez planqué les cigarettes. Cumulant les dettes et les impayés qui obligent sa femme à reprendre un travail alimentaire, Jake prend alors la décision de se venger du système qui l'a fait tomber plus bas que terre et devient avec Jane un braqueur pour retrouver son niveau de vie initial. On s'est fait entuber en boucle et on en redemandait. Ce gazon, je l'ai volé et tu vois ce que ça fait? On a à nouveau un gazon. Oui, mais... On n'est que des Cro-Magnons qui se battent pour leur petit lopin de terre. T'as vu ma massue de poche? Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement, à l'époque de sa sortie, Braqueur amateur ne m'avait pas vraiment marqué. Faut dire que Jim Carrey sort d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui lui m'a impressionné par le jeu tout en tendresse et sensibilité de Jim, puis surtout la réalisation expérimentale de Gondry. Mais aussi, quand Braqueur amateur arrive, il dénote carrément de tous les autres films de Jim Carrey qui le précèdent. Ce n'est pas un film à miracle, comme peut l'être Menteur au Bruce Tout-Puissant, où Jim va jouer un personnage avec un défaut qui va subir une intervention divine, le poussant à devenir une meilleure version de lui-même. Je suis Dieu. Bingo, c'est gagné! Ce n'est pas non plus une comédie délirante comme Dumb and Dumber ou Fujiren, qui donne toute la place nécessaire à Jim pour exprimer son goût de la provocation gratuite. Et ce n'est même pas un véritable drame comme The Truman Show ou The Majestic qui pousse Jim dans un jeu plus subtil et touchant. Non, Braqueur amateur, c'est juste une comédie assez lambda, sans véritable génie dans sa réalisation et à l'histoire déjà vue car il s'agit en fait d'un remake. Alors pourquoi ce long métrage mérite-t-il toute votre attention et un nouveau visionnage selon moi, voire même d'être classé au rang des comédies cultes de Jim Carrey? Ça vous intéresse ma piste pour 100 $? J'ai pas sniffé depuis 2 ans. Merci Jésus. Tout simplement car les thématiques traitées en sous-texte dans celui-ci méritent qu'on s'y attarde plus longuement. Il faut savoir que le film aurait dû être réalisé à l'origine par Barry Sonnenfeld, dont on a déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Men in Black. Et force est de constater que Barry aurait été sûrement plus apte à réaliser un film d'eau amère, fort de son expérience en tant que directeur de la photographie sur des films comme Miller's Crossing ou Arizona Junior des frères Coen. Mais bon, avec des scies on coupe du bois, donc allons à l'essentiel. Le scénario écrit par Nicolas Stoller et Judd Apatow est la clé de ce qui fait de Braqueur amateur un bon film à mes yeux, car au-delà d'être une comédie cynique, le long métrage est en plus inspiré d'un scandale bien réel, celui de la société Enron, soit la plus grande arnaque jamais réalisée aux États-Unis, rien que ça. This was supposed to be a very solid company, no worries about your future, right? If you come from a small .com startup, you go to Enron to have a safe future, but that's no longer there. Des milliards de dollars volés, des milliers d'emplois perdus, des dizaines de condamnations et un suicide, voilà à quel point ce scandale financier est grave et reflète tous les problèmes de la société capitaliste et régulée. It's not so much a tale of people setting out to do bad things as it is a tale of self-delusion. Grandement lié à l'ère de George W. Bush par la participation d'Enron au financement de sa campagne électorale en 2000, l'entreprise est devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans la haute finance. Nous allons être riches! On récupère notre mise! Partant d'une simple entreprise d'approvisionnement en énergie, Enron est devenu une espèce de conglomérat spécialiste en trading, atteignant jusqu'à 60 milliards de valorisation boursière. Eh mais non, mais partez pas! Et je vous jure, on revient sur Jim Carrey dans 2 minutes. Société chérie de Wall Street, tout part d'un homme nommé Kenneth Lay, alias Kenny Boy comme aime l'appeler son pote George. Le plus fou avec la société Enron, c'est qu'on aurait pu très vite découvrir que la manière de fonctionner de l'entreprise était louche, car déjà en 1987, un scandale a éclaté à cause de 2 cadres supérieurs. Louis Borget, président d'Enron,
Enron Oil Trading, et Tom Mastroeni, le trésorier. Et avertissement, je n'ai pas inventé ce qui va suivre. Borgé et Mastroeni ont fait en sorte qu'Enron Oil Trading s'engage dans des transactions non autorisées et fictives vers le compte en banque d'un certain Mr. Mias. Littéralement, les deux zigotos ont envoyé de l'argent de manière frauduleuse à un compte en banque nommé Mon Cul. Déjà, là, les autorités auraient dû dire stop, et Enron n'aurait jamais pu devenir la plus grande société négociatrice en bourse. Mais on est en Amérique! Après un deal avec la société Blockbuster, Enron fait croire à ses investisseurs que le futur de la vidéo se fera sur internet, et que pour cela ils doivent investir massivement dans la bande passante haut débit. Sauf qu'on est en 2001 et on est très loin d'avoir la technologie derrière un service comme Netflix. Bien évidemment, le marché lui s'en tape de la réalité. Ce qui compte c'est la spéculation, et l'action d'Enron a grimpé de 34% en 2 jours. Sauf que le deal n'est jamais allé jusqu'au bout, et le temps que tout le monde découvre l'arnaque, plusieurs cadres de la société et notre cher Kenny Boy avaient vendu en masse leurs actions et récolté près de 600 millions de dollars au total. Ça aurait dû s'arrêter là. Mais encore une fois, la logique du marché irrégulier a permis à Enron et ses cadres de continuer leurs manœuvres aux conséquences désastreuses. Car en plus de tous ces business, Enron manipulait aussi le marché de l'énergie, notamment en Californie, provoquant même volontairement des pannes de courant massives pour faire exploser le cours de l'électricité. Fucking taking all the money back from you guys? All that money you guys stole from those poor grandmothers in California? Yeah, Grandma Millie, man. Yeah, now she wants her fucking money back for all the power you charged jammed right up her ass for fucking $250 a megawatt hour. Insérez ici l'insulte que vous préférez. J'ai choisi. Pour aller plus vite, il faut comprendre qu'Enron a transformé 10 milliards de dollars en 65, tout en cachant que la compagnie a cumulé les dettes. Près de 30 foutus milliards de dettes. On dirait que ça, c'est nos déficits roses. Oui. Et on les met dans nos petits business. Et comme par magie, c'est devenu des profits. Mais en réalité, c'est devenu des dettes. C'est quoi ce délire? Et tout ça pour faire faillite en seulement 24 jours. Leur méthode était de faire investir en masse certaines compagnies et fonds de retraite par des personnes clés, qui retiraient alors un bonus si elles arrivaient à convaincre leur compagnie d'investir dans Enron. Should we invest all of our 401k in Enron stock? Absolutely. Don't you guys agree? Comme dit plus tôt, c'est des milliers de personnes qui se sont retrouvées quasiment du jour au lendemain, sans un sou, sans emploi, et littéralement volées par une poignée d'hommes arrogants et manipulateurs. Nos économies étaient placées dans des actions Globodyne. C'est vrai quoi, regarde, notre épargne retraite en actions Globodyne aussi. Tout ce qu'on avait était chez Globodyne. You know what happened to those people. They lost everything. I feel terrible about what happened to the employees. Nous avons tous fait des sacrifices. J'ai vendu ma villa à Acapulco, non, plutôt ma petite île en Polynésie. Voilà, ferme. C'est ce que j'aime dans le film, ces clins d'œil discrets à la réalité, ces personnages ambigus et révélateurs d'un système qui s'écroule et d'une méchanceté gratuite. Méchanceté qu'on pourrait croire seulement possible dans une œuvre de fiction. Or, tout dans le long métrage nous rappelle qu'on est bel et bien dans le monde réel et que l'histoire de Dick Harper est l'histoire de milliers, voire de millions d'autres personnes. C'est réellement terrifiant. Nous n'avons plus d'argent pour rembourser notre crédit et du coup je crains que notre maison soit saisie. Salut baby. Après avoir pillé tous les actifs de la société, McAllister, interprété par le génial Alec Baldwin, part avec des centaines de millions, tandis que ses employés font face à un cataclysme financier sans précédent. Je suis au bord de la dépression. Admirez le carton. Je l'ai eu! Regarde ce gars. On vit tous en enfer et lui, il est en vacances à faire des cartons. Un peu plus loin dans le film, George W. Bush proclame que l'Amérique est une société riche. Une déclaration qui s'avère exacte, surtout en ce qui concerne les criminels et les voleurs. Now watch this drive. Je me devais de clarifier tout ça avant d'aller plus loin dans mon analyse, car ça me semble primordial de comprendre que les prémices du film étaient de mettre en lumière une problématique complexe et horrible pour la transformer en comédie acide et forte d'un propos politique bienvenu. Le gazon, c'est rien que de la terre et c'est super rigolo. J'ai fait un bonhomme debout. Lui au moins, il voit le verre à moitié plein. Vous êtes toujours là? Super alors, on peut revenir sur Jim Carrey. En plus d'en être l'un des acteurs principaux, Jim est aussi producteur sur Braqueur Amateur, et c'est en se renseignant sur sa vie personnelle que l'on peut comprendre ce choix. I was an entertainer because I wanted to make my mother feel special. I saw my father and he was funny and he was an entertaining person, compelling person to listen to. I remember making the choice as a very little child, like I could do that.
and that will make people drawn to me. The other thought was, my mom doesn't feel good, and she's depressed, so I want to make her believe that she gave birth to a miracle, so that her life actually was worth something, that it meant something. Alors que son objectif au début des années 90 était d'encaisser le plus d'argent possible pour se sortir d'une misère qu'il a trop longtemps connue, ce but fut si vain qu'il poussa l'acteur dans un méandre de remise en question sur qui il est et le but de sa démarche. Bien qu'étant le symbole de tout ce qui ne va pas à Hollywood à cause de ses salaires exorbitants, poussant malgré lui une course au plus gros cachet parmi ses confrères, Jim est conscient que la réussite ne peut pas être seulement financière. What was that for you? The series of must have made close to $1 billion of films. It was a very strange time. Yeah. It was a very strange time, and it took me a while to kind of get used to this new air that I was flying in. Yeah. And I said to myself, new life, a new phase. Conscient du monde du prolétariat grâce à son père, sa réussite financière fut si rapide et conséquente qu'elle le propulsa comme un symbole dur à assumer. I mean, it looks great when you got a cool car and you got nice clothes and you know, and you've done something that people admire, but it can never fulfill you. You can never be happy. You know what I mean? It's not where happiness comes from. You know, Jim Carrey was a less intentional character, right? Because I thought I was just building something that people would like, but it was a character. I played the guy that was free from concern so that people who watched me would be free from concern. En somme, je veux être la plus grande star du monde. Le public adore les comiques. Je suis pas un comique. Dans les histoires drôles, je sais jamais où il faut rire. I act because I'm broken in a lot of pieces, and acting gives me a chance to reconfigure those pieces into 1,000 different things that are positive for people to watch. Many of the things I do have to do with the disappointment of creating a winning personality in the world, and then eventually, you know, for your own sanity and freedom, letting it go, you know. There was a voice telling me that if I actually didn't score, if I didn't hit a funny line every at least 30 seconds, they would think I was pompous, and they would turn against me and say, "Who the fuck do you think you are?" And I've never had that reaction. Ever. You know, and a lot of the characters I've done so far have been about duality, about what you show the world and what you really are. And so I've always been trying to reconcile the two. Et c'est, je pense, la raison de son implication derrière Braqueur Amateur. My father could have been a great comedian, but he didn't believe that was possible for him. And so he made a conservative choice. Instead, he got a safe job as an accountant. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job. And our family had to do whatever we could to survive. The thing was, he wasn't happy. He would come home and just, that damn guy, man, I tell you, one of these days I'm gonna, you know. Right. So I don't know what happened. You know, who knows? Maybe he was miserable there. I learned many great lessons from my father, not the least of which was that you can fail at what you don't want. So you might as well take a chance on doing what you love. C'est d'ailleurs dans sa filmographie l'un de ses films où il est le plus touchant, je pense, car même si j'aime vraiment The Truman Show et The Majestic, dans Braqueur Amateur, le fait que Jim s'efface totalement dans un rôle qui aurait pu être sa propre vie rend le film merveilleux. Yeah, I loved the movie originally, and I'm not big on remakes either, but when the idea came up, I thought, you know, it's kind of perfect. It's like set against the Enron type situation. It's more relevant now than it was then. Le seul vrai reproche que je pourrais faire, outre sa réalisation assez plan-plan, parce que c'est du cinéma. Plan-plan. Aïe. Oh. Faut que j'arrête d'écrire défoncé. C'est le rôle de Téa Leoni qui s'efface au profit de la performance de Jim Carrey. Et bien qu'elle tienne le deuxième rôle principal du film, comme très souvent avec Jim, il est dur de se démarquer quand il est là. Là où dans le film original, Jane Fonda crève l'écran. D'ailleurs, en parlant du film original, le fait de les comparer permet de mettre en lumière toutes les qualités du remake. Déjà, l'ambiance des deux films est vraiment différente et chacun reflète bien son époque. Roulez la pelouse, j'ai toujours détesté ça alors. Le gazon artificiel, ça fait nouveau riche. Mais aussi dans le premier film, l'une des choses qui change énormément est qu'il est évident qu'il existe encore un filet de sécurité sociale. Le personnage de George Segal pouvant toucher le chômage. C'est un beau costume, y a pas à dire. Merci. Vous êtes drôlement gonflé de venir avec ce truc-là sur le dos.
Les pauvres gens qui viennent ici, ils ont besoin d'argent, ils le gaspillent pas. Alors qu'en 2000, la société américaine est beaucoup plus indifférente et brutale, avec une absence presque totale des services sociaux. T'entends ce qu'ils ont dit, Jane? La justice va m'inquiéter? Mais tu n'as fait qu'exécuter les ordres. Inquiétez, Jane! Inquiétez! Dick et Jane Harper version 2005 ont donc beaucoup moins d'options pour garder leur train de vie, et leur propriété dont la valeur a chuté avec la disparition d'un employeur important de la région les bloque dans cette situation. Le jour où Globodyne a coulé, dans notre quartier, le prix de l'immobilier s'est écroulé. Si on vendait la maison aujourd'hui, on devrait encore leur rembourser 150 000 $. Et aucun effort, même celui de retrouver un travail alimentaire, peut arrêter une faillite de l'ampleur du couple. Oh non, 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 non! C'est n'importe quoi! Il n'y a pratiquement rien qui puisse même ralentir le plongeon vertigineux dans la misère de nos personnages, alors qu'ils semblent avoir respecté les règles et réuni toutes les choses qui définissent une famille américaine prospère. Il reste la prostitution. Dick. Je parle de moi. Ce film est la pure démonstration qu'avoir une maison et un job bien payé ne vous assure plus de vivre tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Si ça, c'est pas effrayant. Et on est en 2005. Vous savez ce qui arrive après? Black Monday, lundi noir. Nous sommes au milieu d'une importante crise financière. Notre économie est en danger et l'Amérique pourrait subir une panique financière et connaître une récession peu souhaitable. Dans cette ville du Minnesota, près de 1000 maisons ont été saisies ou abandonnées par des habitants qui ne pouvaient plus payer leur loyer ou leur crédit. En cause, l'annonce ce matin de la faillite de Lehman Brothers, la 4e banque d'affaires aux États-Unis. J'ai pas l'intention, moi, de redonner du fric parce que des banquiers s'en seront mis plein la poche. Nous sommes en train de créer un monstre, explique un responsable d'une agence de notation de Wall Street. Espérons que nous serons tous riches et retraités avant que ce château de cartes ne s'effondre. Jusqu'à quel point notre économie va-t-elle s'effondrer? Nous avons demandé au spécialiste en économie, Dan Banks, de nous donner son avis. Alors évidemment, on aurait pu avoir un film bien plus acide, voire méchant. Imaginez un tel départ pour une comédie réalisée par un certain Adam McKay et vous comprendrez très vite de quoi je parle. Sauf que contrairement à un film comme The Big Short par exemple, l'humour dont fait preuve Braqueur Amateur est au final pour moi bien plus efficace et didactique. Ben ouais, une mauvaise nouvelle passe toujours mieux avec une blague. D'ailleurs, je suis pas sûr de continuer mes vidéos. Ah non. Bref, c'est pour toutes ces raisons qu'avec du recul, je trouve que le film de Parizeau est plus que bon. Et il mérite pour moi qu'on le remette en lumière autant dans la carrière de Jim Carrey que dans les films satiriques bons pour remonter le moral. De plus, toute l'équipe du film peut être félicitée d'avoir permis une introduction à de tels sujets dans une simple comédie pour toute la famille. Puis je retiens surtout une chose. Dans le générique, on peut y retrouver un remerciement assez spécial. Un merci à notre cher Kenny Boy qui a été retrouvé mort d'un arrêt cardiaque le 5 juillet 2006, soit 6 mois et demi après la sortie du film et alors que son procès était en cours. Jordan prend la balle dans le cercle et la partie est terminée. Ça sera tout, je vous remercie, Monsieur le Président. C'était Ace Modé, à la prochaine. Merci à vous qui restez jusqu'à la fin. Comme dit dans la vidéo, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip. 1 ou 2 euros, c'est toujours bienvenu. Ou sinon, sur Twitch. Je tiens aussi à rappeler que ma vidéo sur Jackass, mon documentaire, a été censurée par YouTube. Et donc, le lien se retrouve dans la description pour aller le choper. N'hésitez pas. Salut!